Bienvenue à la table ronde. Moins de fatigue et moins de douleur, est-ce possible? C'est une question que je pense nous nous posons tous. Nos invités aujourd'hui, je vous les présente. Le docteur Philippe Bréville, adjoint dans le service de rhumatologie du groupe hospitalier Paris-Saint-Joseph. Madame Myriam Fraisse, vice-présidente de la Chambre syndicale de la sophrologie. Et Monsieur Patrice Piette, kinésithérapeute libéral, cadre de santé. L'arrivée, il y a 15 ans, de nouveaux traitements efficaces et l'optimisation de la prise en charge ont changé le visage de la maladie quand elle n'est pas trop ancienne. Inflammation mieux contrôlée, pas ou moins de déformations avec moins de gènes fonctionnels et de handicap. Pourtant, pour beaucoup de patients, la douleur est toujours présente et pratiquement tous les patients évoquent une très grande fatigue. La fatigue semble garder ses mystères et les sources de douleur sont multiples. Douleurs inflammatoires, mécaniques, osseuses, neuropathiques, fatigue liée à la maladie, au mauvais sommeil, à la fonte musculaire, au manque d'activité physique. C'est donc avec plaisir et intérêt que nous allons essayer de mieux comprendre avec nos invités les causes de ces deux symptômes majeurs qui altèrent la qualité de vie des malades et surtout comment les réduire. Nous allons commencer par parler de la douleur. Docteur Bréville, est-elle toujours au centre de la prise en charge médicale? D'abord, je préfère votre question. Moins de douleur et moins de fatigue, est-ce possible? Plutôt que ce qui avait été présenté tout à l'heure. Moins de douleur et moins de fatigue, c'est possible. Parce que là, c'était affirmatif. Oui. Là, vous êtes interrogative. Et effectivement, c'est possible, mais c'est pas facile. Voilà. Et donc, il faut savoir qu'on a des moyens d'action sur tous ces éléments-là, mais que malgré tout, nous avons aussi des limites. En ce qui concerne la question précise, est-ce que la douleur est au centre de la préoccupation des médecins? Je vais vous faire deux réponses. La réponse politiquement correcte, c'est bien entendu. Vous rigolez ou quoi? Bien entendu, on s'occupe de la douleur. Et puis la vraie réponse, c'est oui, mais pas assez. Pas assez parce que la douleur, c'est quelque chose qui fait peur aux médecins. La douleur chronique en particulier. Une douleur aiguë, c'est facile. On peut presque tous se traiter d'une douleur aiguë quand on en a les moyens. Tandis qu'une douleur chronique, c'est tout un boulot. Il faut comprendre pourquoi le patient a mal, quels sont les mécanismes, connaître tout un tas de recettes pour traiter cette douleur. C'est extrêmement chronophage dans une consultation. Et il faut savoir qu'au bout du parcours, finalement, ce n'est pas aussi gratifiant que de traiter une inflammation. Votre patient arrive, il a une grosse articulation, vous le revoyez 15 jours plus tard, il n'a plus d'inflammation. Son poignet est beau, il bouge bien, tout est bien. Donc ça, c'est facile, le résultat est concret, net, tangible. C'est bon, ça fait plaisir aux médecins. La douleur, c'est impalpable, on ne la mesure pas. Elle est variable d'un patient à un autre. Chez un même patient, la même douleur donnera des conséquences différentes. Moyennant quoi, on est un petit peu moins satisfait de traiter une douleur chronique. C'est un petit peu moins gratifiant. Et donc, beaucoup de médecins ne se penchent pas suffisamment, indiscutablement, sur la prise en charge d'une douleur chronique. C'est indiscutable, et moi aussi le premier d'ailleurs. Je vois une de mes patientes là devant moi, elle pourra peut-être me faire le reproche tout à l'heure de me dire « Ah bah oui docteur, je vous ai dit que j'avais mal, mais vous ne m'avez pas écouté. » Parce que c'est vrai qu'une fois de temps en temps, on se dit « Je ne vais pas pouvoir la soulager correctement, alors je fais la sourde oreille. » C'est bien, c'est gentil de le reconnaître. Voilà. Donc, Monsieur Piette, dans quel cas la kinésithérapie est efficace pour réduire la douleur? Pour reprendre les propos, oui, c'est pas quelque chose de facile. Voilà, il y a eu dans l'arsenal de la kinésithérapie, il y a eu tas de choses qui ont été essayées avec, au finalement, pas d'effet thérapeutique véritable. On a parlé d'électrothérapie, on a parlé de choses comme ça, d'agents physiques en fait pour soigner la douleur. Lorsqu'on regarde les expérimentations, les suivis et puis la littérature sur le sujet, on s'aperçoit qu'en fait les résultats sont très pauvres, voire inexistants. Par contre, depuis plusieurs années, il y a une légère modification de l'orientation par rapport à l'activité physique. Et c'est plutôt là-dessus
qu'il faut peut-être jouer, en tout cas porter son attention. On s'est aperçu que si la maladie avait un impact négatif sur l'activité physique générale, puisqu'elle diminuait, on va dire globalement l'activité des personnes qui sont atteintes de cette maladie, on s'est aperçu que retrouver de l'activité physique avait un effet positif, c'est-à-dire en sens contraire. On avait le fait de retrouver, c'est-à-dire de suivre les gens, pouvait avoir un effet positif à la fois sur la douleur et la fatigue. Alors il y a eu pas mal d'études qui ont été faites là-dessus, et c'est plutôt sur cette direction-là qu'il faudrait aujourd'hui porter un petit peu son attention, et en tout cas que les kinésithérapeutes s'intéressent davantage plutôt que de traiter la douleur. Hein. Déjà les médecins ont déjà beaucoup de mal, alors nous imaginez bien qu'on n'a quasiment aucun moyen. Mais par contre l'activité physique, oui, ça c'est un ressort extrêmement important et qui finalement apporte sans doute beaucoup plus que tout ce qu'on pourrait nous déployer en tant que kinésithérapeute avec des agents physiques qui sont assez classiques. Madame Fraisse, oui, je vous en prie. Je peux juste dire quelque chose ? Ah non, mais je vous en prie. Nous, médecins, nous avons fait notre évolution sur l'activité physique il y a une vingtaine d'années. Pendant des années et des années, on a dit « vous avez mal, donc ne bougez pas », quelle que soit la pathologie. Rhumatisme inflammatoire, lombosciatique par hernie discale, arthrose du genou. On disait plus vous allez marcher, plus vous allez avoir mal, donc plus vous allez user vos articulations, donc arrêtez de bouger. Et puis depuis une vingtaine d'années, ça a commencé en particulier sur la prise en charge des lombosciatiques par hernie discale. Il y a un article finlandais qui a été tout à fait édifiant et qui a montré que les patients qu'on mettait en activité guérissaient beaucoup plus vite, bien mieux que les patients qu'on mettait au repos. Et donc progressivement, on a étendu ça à toutes nos pratiques, et maintenant on dit aux patients, moins vous bougerez, et plus vous bougerez, et plus vous bougerez. Et moins vous aurez mal, parce que plus vous allez marcher, plus vous allez stimuler votre cartilage, plus vous allez stimuler vos muscles, et mieux iront vos articulations. Et donc M. Piat a parfaitement raison, maintenant on dit aux patients, bougez. Alors bougez pas n'importe comment, bougez pas frénétiquement, mais bougez en fonction de ce que vous pouvez faire. Vous ne pouvez pas marcher 1 kilomètre, mais vous pouvez marcher 500 mètres. Donc marchez 3 fois 500 mètres. Et vous verrez que votre vie pourra se normaliser. Excusez-moi. Non, je vous en prie. Un complément important, on reviendra sûrement. Madame Fraisse, est-ce que la sophrologie peut aider les patients atteints de rhumatisme inflammatoire chronique? Parce qu'en dehors justement de la kiné et du médecin, est-ce que ce genre de pratique, d'aide? Alors, moi j'aime beaucoup déjà l'idée d'aider, c'est-à-dire que la sophrologie nous... Ah, alors attendez, on va faire comme ça. Comme ça, c'est mieux. Je vais me rapprocher un peu, je suis désolée. J'aime beaucoup le terme aider, puisque la sophrologie ne guérit absolument rien. On pense en effet qu'elle peut aider des personnes atteintes de rhumatisme inflammatoire chronique. Tout d'abord, je pense qu'il vaut peut-être vous faire un petit éclaircissement sur ce qu'est la sophrologie, parce que peut-être de nombreuses personnes en ont entendu parler, mais ne connaissent pas exactement ce qu'est la sophrologie. C'est une méthode que l'on peut qualifier de psychocorporelle. Elle va regrouper un ensemble de techniques. D'abord, des techniques de respiration, des techniques de décontraction musculaire, mais aussi des techniques d'imagerie positive. Toutes ces techniques vont permettre, notamment dans le cas du rhumatisme inflammatoire, d'enrayer ce cercle vicieux, vous savez, ce cercle vicieux de la douleur. C'est-à-dire, le cercle vicieux de la douleur, c'est j'ai mal, je stresse, comme je stresse, je me contracte, et à nouveau j'ai mal, voire j'ai encore plus mal. Donc ces techniques peuvent en effet apporter un mieux-être. Alors vous allez me dire comment, parce que tout ça c'est bien beau. De façon très simple, et je rejoins les 2 personnes ici présentes et ce qu'elles avaient dit, puisque les techniques de sophrologie, ce sont aussi des exercices que nous nommons relaxation dynamique, des exercices qui vont conjuguer le mouvement et la respiration, et des exercices qui vont amener très rapidement un relâchement physique, et donc qui peuvent aider à la libération des zones de tension. La sophrologie va aussi disposer d'un autre outil que l'on nomme nous visualisation et qui va lui permettre de restaurer les sensations positives du bien-être, les sensations de la détente grâce à ce que l'on appelle l'imagerie mentale positive.
Alors ces techniques, elles peuvent aussi permettre à se projeter positivement dans la maladie, c'est-à-dire à un moment donné, se projeter positivement, c'est à un moment savoir aussi redevenir acteur de sa maladie, comme on le disait. Ok, on est malade, on ne peut plus faire de sport, mais on peut peut-être en faire un peu. Et puis aussi, c'est arriver à passer les moments difficiles par ces techniques de respiration qui vont tout de suite apporter un mieux-être quand ça ne va pas, mais aussi pouvoir se projeter positivement quand tout va bien et profiter pleinement du moment quand tout va bien, parce que c'est aussi quand tout va bien, vous allez pouvoir aller rechercher de la ressource pour pouvoir affronter les moments un petit peu plus difficiles. Merci. Donc tout ça peut nous aider à supporter la douleur. Mais quand on a vraiment très mal, Dr Brelville, non, excusez-moi, j'ai cru que quelqu'un n'entendait pas. Donc, quand on a vraiment très mal, quelles sont les armes du rhumatologue contre la douleur? Il y a deux catégories d'armes, si vous voulez. Vous avez toutes les armes médicamenteuses et la prise en charge non médicamenteuse. Dans les prises en charge médicamenteuses, clairement, pour avoir moins mal quand on a une polyarthrite, c'est déjà de traiter la polyarthrite, dans tous les traitements de fond de la polyarthrite. Et ça, vous les connaissez, on va vous en reparler probablement pendant ce salon, les biothérapies, le méthotrexate, etc. Pour la majorité d'entre vous, vous êtes fatigués de les connaître. Et en fait, quand une polyarthrite est bien prise en charge dès le début, comme elle n'a pas le temps de faire de dégâts importants dans les articulations, le plus souvent, les douleurs sont modérées. Donc le problème de la douleur va se poser plutôt chez les patients qui ont une polyarthrite qui a déjà un petit peu évolué, qui a créé des dégâts articulaires, musculaires, etc. Et c'est chez ces patients-là qu'on va avoir besoin de l'aide des médicaments. Alors, la gamme, elle est large. Elle est large. Le problème, c'est que chaque catégorie a ses inconvénients. Vous avez les antalgiques, vous avez les anti-inflammatoires non stéroïdiens, vous avez les infiltrations, vous avez la chirurgie, vous avez donc tout un panel de traitements qui va être efficace. Mais si vous prenez les anti-inflammatoires non stéroïdiens, vous savez très bien que pour l'estomac c'est dangereux, pour la tension c'est dangereux, pour les reins c'est dangereux. Si vous prenez les antalgiques simples, le paracétamol, on a l'impression que le paracétamol, c'est un médicament qu'on peut prendre comme ça sans danger. D'abord, il y a une toxicité hépatique quand on en prend trop et trop longtemps, mais on sait maintenant, par exemple, qu'on a provoqué des syndromes douloureux chroniques par abus du paracétamol, ce qu'on appelle les céphalées chroniques quotidiennes liées à l'abus médicamenteux. Et on arrive à des patients qui finissent pour leur douleur par prendre 7, 8, 9, 10, 13 grammes, comme j'ai vu il n'y a pas longtemps, de paracétamol par jour. Alors que vous savez que la dose maximum, c'est 4 et que la dose de croisière, c'est 2 ou 3. Donc vous voyez qu'un médicament anodin comme le paracétamol, finalement, il faut y faire attention. La morphine, je pense qu'il y a parmi vous un certain nombre de patients qui sont sous morphine en permanence. C'est un non-sens. Je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est un non-sens. Parce qu'on ne sait pas du tout ce que donne la morphine au long cours sans projet thérapeutique. Le projet thérapeutique, c'est de dire, voilà monsieur, voilà madame, vous avez un épisode douloureux qui va durer 6 mois, donc pendant 6 mois, je vais vous mettre sous morphine. Mais le projet thérapeutique qui consiste à dire, vous avez mal, je vous mets sous morphine, et de ne pas envisager la suite, c'est dangereux. C'est quelque chose que l'on soupçonnait, et c'est quelque chose qui vient d'être affirmé par une publication américaine, toute récente, puisqu'elle est sortie il y a 1 mois, parlant du danger de la prescription de la morphine au long cours. Donc la morphine ne peut pas être une solution à la douleur chronique. Donc vous voyez qu'on a des moyens de soulager, mais on ne doit pas les utiliser n'importe comment. Et puis à côté de ça, il y a tous les moyens non médicamenteux, la sophrologie, la kinésithérapie, l'acupuncture, l'hypnose qui marche finalement très bien, le qigong, j'ai vu pour demain, le tai chi. Le tai chi en rhumatologie, c'est la seule technique qui actuellement a été étudiée et validée comme technique efficace sur la prise en charge de la douleur. En plus pour les lombosciatiques que pour les polyarthrites. Il n'y a pas de raison de ne pas raisonner par analogie. Donc nous avons des moyens, chacun a ses qualités, chacun a ses défauts, et en fait il faut savoir utiliser un petit peu tout, il faut avoir recours aux différentes techniques, mais le problème c'est de les connaître. Et on en revient à la phrase du début, tous les médecins ne se penchent pas correctement là-dessus, parce qu'entre autres, ils ne sont pas trop au courant de toutes les possibilités qu'on leur offre. Et pour la morphine par exemple, les pires, et je me mouille, tant pis, les pires à l'origine de ça, ce sont les centres antidouleurs, qui, quand vous avez une douleur, vous disent « vous avez mal, prenez de la morphine au long cours ». Et j'ai vu récemment une jeune femme qui avait une spondylarthrite, 35 ans, et elle était sous morphine au long cours pour une spondylarthrite. Je lui ai dit « je vous suis, d'accord, mais on arrête la morphine ».
Moi, je ne vous suivrai pas, je ne serai pas votre dealer de morphine régulière. Donc, il y a beaucoup de choses à refaire en France sur la prise en charge de la douleur. Je vous dis, les centres antidouleurs, il n'y a pas de représentants ici. C'est dommage, on aurait fait une belle polémique, on en serait peut-être venu aux mains, allez savoir. Mais les centres antidouleurs ont une grosse responsabilité là-dessus, mais je pense qu'ils vont eux aussi faire leur révolution, comme nous avons fait notre révolution sur la mobilité, l'activité physique, etc. Et cette publication américaine des neurologues américains va certainement leur ouvrir les yeux.